La tromperie est un mot-clé ici. Les Américains ne se rendent peut-être pas compte que de nombreuses guerres menées par les États-Unis reposent largement sur la tromperie. Ils pourraient être choqués, cette fois-ci, face aux conséquences possibles, là où cette tromperie conduit. Il est indiqué que le président américain échouera à vaincre l'Iran, en citant la reconnaissance par Donald Trump du fait que Washington a échoué à le faire au cours des 47 dernières années. L'ayatollah Saïd Ali Khamenei a évoqué les menaces répétées de Trump alors qu'il se vantait de la puissance militaire des États-Unis. Le dirigeant a déclaré que Trump affirme que les États-Unis possèdent l'armée la plus puissante du monde, ajoutant que même la plus forte des armées peut être frappée d'une manière qui l'empêche de se relever. Le dirigeant a souligné qu'il existe une arme plus puissante qu'un navire de guerre, celle capable de l'envoyer au fond de la mer. C'est essentiellement la réponse de l'Iran depuis le début de cette escalade, Alistair. Quelles pourraient être, selon vous, les conséquences possibles pour les États-Unis? Eh bien, je ne suis pas un expert militaire. Il faut d'abord comprendre cela. Mais ensuite, je veux dire, voilà ce que je comprends. C'est une guerre existentielle totale si elle est déclenchée par l'un ou l'autre camp. Par Israël ou par l'Amérique, ou si Israël s'allie à l'Amérique dans cette guerre. Et vous savez, je pense que c'est ce que le guide suprême voulait souligner lorsqu'il a dit « Écoutez, vous dites que vous avez tout cela, mais nous pourrions même, vous savez, envoyer un missile sur un porte-avions. » Maintenant, je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais souvenez-vous que les Yéménites, eux, l'ont fait. Ils ne cherchaient pas à le couler, mais ils l'ont tellement endommagé qu'il a dû s'éloigner en boitant et retourner à sa base. Ils sont donc tout à fait capables. Ils disposent de défenses tout le long de la côte, et cela dure depuis plusieurs années. Le littoral est truffé de silos creusés directement dans les falaises, en profondeur, équipés de missiles anti-navires. Et comme je te l'ai dit, même en 2006, le Hezbollah a failli couler la dernière frégate israélienne avec un missile tiré depuis la côte, et elle a dû rentrer péniblement au port. Donc je veux dire, l'idée selon laquelle c'est en réalité d'une certaine manière de l'orientalisme occidental. Vous savez, l'Iran, comment pourrait-il être technologiquement avancé? Comment pourrait-il posséder tout cela? Parce que, eh bien, la réponse, vous savez, c'est que parmi les 10 meilleurs instituts d'ingénierie et de technologie au monde, je pense que 4 se trouvent en Iran. Ils ont investi massivement, possèdent une grande expertise en technologie et aussi dans les armes. Et donc, comme je le dis, qui sait ce qui va se passer? Mais je pense que le guide suprême a envoyé un message très clair à ce sujet. Je veux dire, il l'a exprimé avec plus de force que la transcription un peu hésitante que nous avons eue, mais il n'y avait aucun signe, si vous voulez, de recul ou de recherche de compromis. Il disait non. Donc je ne pense pas que les Iraniens s'attendent à un quelconque compromis. En réalité, je sais qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'un processus politique en ressorte. Donc ils se préparent à une guerre totale. Et quelles en seront les conséquences? Eh bien, nous verrons, et nous ne le saurons que quelques jours après le début. D'après mon expérience, les premières frappes sont spectaculaires. Il y a des images vidéo de missiles qui tombent, et les gens diront « Oh mon Dieu, l'Iran est fini ». Mais c'est généralement dans les jours suivants que l'on voit ce qui se passe réellement sur le terrain. La première chose à surveiller sera les missiles frappant Israël, et je pense qu'ils commenceront assez vite après une attaque. Les missiles passeront. Tu te souviens que ce sont les Israéliens qui ont dû supplier Trump d'accepter un cessez-le-feu à cause des dégâts causés par les missiles iraniens tirés pendant cette période.
Leurs missiles hypersoniques et le fait que les défenses aériennes israéliennes n'étaient pas suffisantes pour les arrêter ont fait une grande différence. Ils pouvaient intercepter les drones, mais ces derniers servaient d'appât, destinés à attirer les systèmes de défense aérienne israéliens et à les épuiser. En revanche, les véritables missiles iraniens, plus sophistiqués, ont atteint leur cible, et les Israéliens ont tenté de censurer tous les détails concernant les dégâts. Plusieurs sites importants, dont certains laboratoires scientifiques et plusieurs zones militaires, ont été touchés par les Iraniens. Bien sûr, il y aura une forte censure en Occident, façonnant le récit pour en faire une histoire de victoire pour l'Occident. Je veux dire, les récits sont devenus, ils dépassent vraiment la capacité, surtout en Occident aujourd'hui, de garder une compréhension solide des réalités géopolitiques. Les récits sont tellement étranges. Je veux dire, celui qui vient de sortir d'un groupe prétendant avoir mené des sondages en Iran affirmant que 70% de la population veut renverser le régime, c'est tout simplement absurde. Ils auraient dû voir ce qui s'est passé lors de la journée annuelle de la République, quand des millions de personnes sont descendues dans la rue pour soutenir l'État, des millions partout dans le pays montrant leur soutien. Nous vivons donc dans un monde où l'on n'a pas le droit de voir, pas le droit de penser, ni de vraiment comprendre quoi que ce soit. Vous savez, tout se résume à un seul homme et à ce qu'il ressent. J'ai entendu dire que quelque part, entre un tiers du pays, peut-être, participait d'une manière ou d'une autre, sinon dans les rues, à célébrer le 47e anniversaire de la révolution islamique en Iran. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et ce ne sont que ceux qu'on a vus dans les rues. Un tiers d'un pays de plus de 90 millions d'habitants. C'est donc un développement extraordinaire, étant donné, comme vous l'avez dit, une grande partie des États-Unis adopte, si l'on peut appeler cela une stratégie, une attitude du genre. S'il vous plaît, ne nous dérangez pas, nous sirotons tranquillement notre chardonnay. Et, vous savez, je reviens juste de... Munich et Davos, et nous ne voulons pas être ébranlés par de mauvaises nouvelles. Donc je veux dire, je pense qu'ils n'en ont vraiment pas conscience. Ils ne comprennent pas les conséquences, parce que les conséquences sont, disons-le ainsi, l'une d'elles est que les États-Unis ont actuellement une position économique affaiblie, en particulier vis-à-vis de la Chine. La Chine a enregistré un énorme excédent commercial, équivalent à environ 4% du PIB au dernier trimestre, un excédent commercial considérable. Et ce qui s'est passé, c'est que les importations qu'ils ont achetées aux États-Unis ont diminué de 20% pendant cette période. Cela peut sembler mauvais, mais en réalité, le niveau de leurs exportations totales vers tous les autres pays, sauf les États-Unis, a augmenté de manière énorme, je veux dire de façon stupéfiante. Ils avaient donc cet énorme excédent en Chine. Ce dont les Américains commencent à prendre conscience, ce dont les États-Unis prennent conscience, c'est qu'ils ne peuvent rien y faire. Je veux dire, ils vont dire, nous aimerions que vous consommiez davantage en Chine. Mais tout ce que la Chine a à faire, c'est de continuer. Elle est en grande partie autosuffisante sur le plan manufacturier. Elle réduit considérablement les prix de toute la production industrielle occidentale, parce qu'elle a suivi une autre voie en matière d'intelligence artificielle que la nôtre. Au lieu de se concentrer sur la collecte et la gestion des données, ils ont choisi une forme d'IA faible, largement diffusée au niveau des ateliers, des usines, en termes de ce qu'on pourrait appeler l'automatisation, la robotique, ce genre de choses. J'étais en Chine juste avant Noël, et leur qui parlait un grand nombre d'usines. Et il m'a dit, regarde Alistair, prends juste un exemple.
Une usine au hasard. Si j'avais 2000 ouvriers au début de l'année, je n'en ai plus que 200 maintenant, grâce aux gains de productivité que nous avons réalisés et à l'avantage concurrentiel que nous avons acquis. Et j'ai répondu, « Oh mon Dieu, c'est une crise grave. C'est un moment décisif, parce que tu sais, vous avez une déflation des prix et nous avons une inflation des prix. Donc nous sommes complètement non compétitifs face à vous après ce que vous avez fait avec votre application de l'IA. » Et c'était bien cela. Alors tu vois ces choses, et ce qui se passe, c'est que tu sais, la dissidence avance prudemment, en disant, eh bien, les gens doivent acheter nos bons du Trésor parce que nous avons besoin d'argent qui entre, car il y a un énorme déficit. Nous manquons d'argent, nous avons besoin que l'argent rentre. Et bien sûr, ce qui se passe, c'est que l'argent sort parce que les gens voient que le dollar se déprécie, que sa compétitivité est si faible qu'il ne peut pas, vous savez, rivaliser avec la Chine. Prenons un exemple. Un gigawatt d'énergie produite en Chine coûte environ 1/6 de ce qu'il coûte aux États-Unis. Comment égaler ce type de structure industrielle très avancée qu'ils ont créée? Et en même temps, il faudrait dévaluer le dollar d'environ 140%, rien que pour aligner les coûts de l'électricité entre les deux pays. Donc il y a Enfin, vous savez, bien sûr, on n'en entend pas beaucoup parler, parce que ce n'est pas un sujet dont les gens aiment discuter. Mais cela signifie que la Chine occupe une position très puissante, non seulement sur le plan économique, mais aussi militaire. Je veux dire, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc vous savez, la Chine ne va pas se plier à davantage de tarifs douaniers. Il est déjà clair que cette stratégie allait échouer. Je veux dire, vous vous souvenez que Biden a dit, et Trump aussi, « Oh, nous allons imposer des tarifs à la Chine, mais ce sont les Chinois qui devront en supporter le coût. » Eh bien, cela ne s'est pas produit. En réalité, c'est l'inverse. Ce sont les consommateurs et les producteurs américains, ceux qui ont besoin de matières premières et de matériaux spécialisés venant de Chine, qui doivent payer beaucoup plus cher. Et donc, l'industrie manufacturière est en train de décliner. Et aussi parce que l'IA en Occident, et ce n'est pas seulement un problème américain, mais l'IA en Occident, qui se concentre tellement sur la gestion des données, plutôt que sur l'amélioration de l'efficacité et la réduction des coûts de la production, va vraiment frapper les classes moyennes d'Europe. Il y a déjà une crise de l'emploi. Le niveau de chômage des classes moyennes et des jeunes a atteint un nouveau record historique, au Royaume-Uni par exemple. Et cela va toucher et touche déjà les États-Unis aussi. Et cette fois, ce ne seront pas les ouvriers qui auront perdu leur emploi à cause de la délocalisation de la production. Cela se produit parce que l'IA vise des emplois comme ceux du personnel bancaire, du personnel juridique, partout où les données sont importantes. Tous leurs produits sont construits autour de cela. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie lorsque les élections approchent en Amérique, lors des élections de mi-mandat? Je veux dire, la crise de l'emploi commence à frapper, et elle continuera de frapper, les classes moyennes, pas la classe moyenne supérieure. Elle s'en sort encore très bien, mange bien et vit bien. Mais beaucoup de personnes de la classe moyenne et de jeunes ne trouvent tout simplement pas de travail. Oui, non, c'est tellement vrai. Il y a beaucoup de rapports indiquant que même le département du travail, ici, aux États-Unis, falsifie complètement les chiffres, supprime des rapports, efface des données. Et beaucoup de cela est lié aussi à de nouveaux rapports sur le chômage. Comment l'économie américaine dépend actuellement fortement des personnes de 55 ans et plus. La dernière génération à avoir un peu d'épargne ou des emplois qui leur permettaient d'économiser. C'est donc en effet une crise grave. And Alistair, I wanted
Et Alice, avant d'aborder certaines des implications plus globales, je voulais te poser une question sur la situation régionale. À ton avis, à quel point les pays de la région, les États du Golfe, sont-ils inquiets, non seulement de la possible riposte militaire de l'Iran, qui pourrait être très dévastatrice, mais aussi de la situation économique? Parce qu'on entend déjà dire que les prix du pétrole augmentent simplement en raison de ces menaces d'escalade de la part des États-Unis. Et bien sûr, de nombreux analystes ont souligné que les conséquences économiques d'une guerre totale seraient catastrophiques. Dans quelle mesure ces pays de la région s'en inquiètent-ils? En un mot, très très inquiet. Tout d'abord parce que si le détroit d'Ormuz est fermé, beaucoup d'entre eux ne pourront plus exporter leur pétrole, leur gaz ou leur gaz liquéfié. Les Iraniens ont clairement indiqué qu'ils allaient le fermer presque à long terme s'ils étaient attaqués. Et ensuite, comme les Yéménites, on peut négocier avec l'Iran une licence spéciale pour que son navire puisse passer en tant que non-belligérant. Mais tout État du Golfe, ou tout État de la région, État arabe, qui permettrait aux Américains d'utiliser ces installations pour une attaque contre l'Iran, ne sera pas autorisé à traverser Hormuz. Et comme je l'ai dit, les États du Golfe, les monarchies, les Émirats et d'autres sont très inquiets car il existe déjà un mouvement au sein de la population chiite en Irak. Et vous savez, prenons Bahreïn comme exemple. Tu sais, c'est une population à 80% chiite. Je veux dire, même l'Arabie saoudite compte environ 13 à 15% de chiites. Ils craignent beaucoup que cela ne se transforme en quelque chose comme un printemps arabe s'ils ont été complices, s'ils ont accordé leur espace aérien et leur soutien à une attaque américaine contre l'Iran. Donc oui, ils sont très inquiets à ce sujet. Et il existe déjà de fortes tensions dans la région entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. C'est pratiquement une guerre entre ces deux États maintenant. L'Arabie saoudite qualifie les Émirats arabes unis de cheval de Troie d'Israël dans la région et retire ses avoirs des Émirats. Et les Émirats s'en plaignent. Mais c'est amer, et cela fait partie de la tension qui découle de la situation dans laquelle nous nous trouvons. L'Arabie saoudite travaille en étroite collaboration avec la Turquie et l'Égypte dans la région pour créer une nouvelle sorte de structure, si l'on peut dire. Et la Turquie s'y implique aux côtés du Pakistan. Donc de nouvelles choses se produisent, et les gens sont très inquiets à ce sujet. Bien sûr, quiconque pense qu'il va simplement traverser cela. S'il y a une guerre majeure entre les États-Unis et l'Iran, quiconque pense que la région s'en sortira indemne avec juste un léger contretemps, je pense qu'il sous-estime la situation et n'a pas fait correctement ses calculs. Alistair, je voulais te poser une question. Parce que beaucoup de personnes dans le public et beaucoup de téléspectateurs de cette émission se demandent cela et m'en parlent. Pourquoi l'Iran ne lance-t-il pas une frappe préventive, étant donné tous les signes indiquant que les États-Unis et ou Israël, mais probablement les deux, vont frapper? Que penses-tu des calculs en jeu ici, en ce qui concerne le fait de poursuivre le processus de négociation, si l'on peut l'appeler ainsi, et bien sûr d'attendre que la frappe ait lieu? Eh bien, je pense qu'il y a deux éléments majeurs qui expliquent pourquoi ils ne mènent pas de frappe préventive. Et je crois que l'un d'eux pourrait être méconnu de beaucoup d'entre vous qui écoutez. L'Iran suit, si l'on veut, les valeurs morales de la guerre islamique. Ils ont une conception de la guerre juste, tout comme nous avons l'idée chrétienne de Thomas d'Aquin, souvent critiquée et ignorée aujourd'hui. Mais ils ont leur propre conception de ce qui constitue une guerre juste. Et dans la version chiite de la guerre juste, on ne lance pas d'attaque surprise contre un adversaire. On est tenu de donner un avertissement et d'offrir la possibilité d'un cessez-le-feu
ou qu'une hudna entre en vigueur. Et donc, quand on regarde en arrière ce qui s'est passé, pendant la guerre Iran-Irak, l'Irak a utilisé des armes chimiques contre l'Iran. Franchement, je ne sais pas combien de personnes, combien d'Iraniens ont été tués. Quelque chose comme 5 millions ont été touchés par les armes chimiques. Et qu'ont fait les Iraniens? Ils n'ont pas répliqué, ils n'ont pas rendu l'appareil. Ils auraient pu emprunter la même voie et utiliser des armes chimiques contre l'Irak. Mais ils ont choisi de ne pas le faire, même au prix de perdre davantage de vies, parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas moralement juste d'emprunter ce chemin. Ainsi, l'islam, le chiisme en tout cas, comporte une interdiction des armes de destruction massive. Et c'est leur position. Donc, déclencher une guerre est considéré comme moralement discutable. Maintenant, vous savez, je vous dis cela depuis l'Amérique, où l'on vient de nous dire à la conférence de Munich que pour les États-Unis, vous savez, il n'existe pas de droit international, pas de morale. Il n'y a que le pouvoir. La force fait le droit. Je sais que c'est difficile, mais c'est la vérité de ce que je vous dis. Cela a un grand impact sur les Iraniens. Et il suffit de regarder la guerre Iran-Irak pour en avoir la preuve. Ils se sont retenus. Ils ont perdu davantage de vies à cause des attaques chimiques, parce qu'ils n'ont pas cherché à les imiter. Ils n'ont pas cherché à obtenir l'arme nucléaire. Ils ne se sont pas tournés vers les armes chimiques ni vers les armes de destruction massive à cette époque. Deuxièmement, ils font partie d'un partenariat avec la Chine et la Russie, et dans une certaine mesure, même l'Inde, de manière plus détachée, fait partie des BRICS. Cela a été très important pour la Chine et pour la Russie, et on le voit dans les déclarations de politique de la Russie, ainsi que pour le Sud global, de s'en tenir aux principes énoncés après la Seconde Guerre mondiale dans le mouvement des non-alignés. La conférence de Bandung et d'autres ont été très clairs. La souveraineté devait être respectée, il fallait consulter les autres, et il n'appartenait pas à un seul de prendre une décision contre le groupe. Je pense donc qu'ils respectent ce principe. Je veux dire, au fond, lorsqu'on en arrive à un affrontement existentiel comme celui-ci, le choix de ce qui va se passer appartiendra à l'Iran. Mais ils écoutent. Et vous savez, la Russie leur dit que ce n'est pas une bonne idée de commencer la guerre, qu'il vaut mieux laisser l'Amérique la déclencher. Je veux dire, si elle doit commencer, oui, cela peut signifier qu'ils perdent l'effet de surprise. Mais dans l'ensemble, en termes de sentiments et de valeurs morales des BRICS et de leur avenir, ils ne veulent pas suivre la voie occidentale. Ils veulent conserver un sens des valeurs morales au sein des BRICS et dans leur politique étrangère. La Chine le répète sans cesse, qu'elle souhaite préserver les valeurs civilisationnelles des États. Donc je pense que ce sont les deux principales raisons. Maintenant, je comprends qu'en disant cela, certaines personnes diront probablement qu'elles n'y croient pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup à comprendre et à observer dans la pratique de la guerre telle qu'elle s'est déroulée. Et n'oubliez pas, je ne parle pas de l'État islamique. Ce n'est pas le chiisme. C'est une forme d'extrémisme sunnite, une gestion de la sauvagerie, tout le contraire de ce dont je parle. C'est pourquoi l'État islamique a été en guerre éternelle contre les chiites, cherchant à les détruire. Nous entendons donc toutes ces absurdités. Je ne peux pas entrer dans les détails dans votre émission, mais beaucoup de membres de l'État islamique ont prononcé des peines de mort précisément contre ceux qui, en Occident, sont accusés de pratiquer des politiques de type État islamique, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Ils les ont menacés comme apostats, ou pire, de les tuer. C'est donc un domaine complexe que vous abordez.